Bien que l'on entende beaucoup parler du conflit israélo-arabe, il y a de nombreux aspects fondamentaux que les gens ne connaissent pas. Alors j'ai résumé ici l'essentiel. Commençons donc par le début. Israël a dit oui. Vous pourriez regarder la situation et vous dire pourquoi ne pas simplement diviser la terre en deux? Un État juif où vivent les Juifs et un État arabe où vivent les Arabes. C'est précisément ce que l'Organisation des Nations Unies a proposé en 1947. Les Juifs ont dit oui. Et les Arabes ont dit non et ont déclenché une guerre. Et d'ailleurs, le plan de partage ne prévoyait pas un État palestinien, mais un État arabe. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Maintenant, vous pourriez dire, pourquoi devraient-ils la partager? C'est leur terre. Les Juifs la leur ont volée. Passons maintenant au deuxième point. Israël n'a pas été établi sur une terre arabe volée. Contrairement aux premiers colons européens en Amérique du Nord et en Australie qui ont pris la terre aux Autochtones, les Juifs ont acheté toutes les terres sur lesquelles ils se sont installés. Montrez-moi un seul cas où les Juifs ont pris une terre qui ne leur appartenait pas avant 1948. Et d'ailleurs, je peux vous donner de nombreux noms de villages juifs qui ont dû être évacués à cause de la violence arabe dans les années 20 et 30. Hébron, Hartouv, Bnei Yehuda, Kfar Shiloach. La liste complète sera ci-dessous. Au fait, un autre fait dont les gens ne sont pas conscients est que les Juifs ont toujours vécu sur la terre d'Israël. Même avant l'avènement du sionisme, il y avait plus de Juifs vivant à Jérusalem que de musulmans. En 1870, il y avait 11 000 Juifs et seulement 7 000 musulmans à Jérusalem. Après la guerre de 1948, les Arabes ont perdu une partie de leurs terres. C'est ce qui arrive quand on démarre une guerre, on peut perdre. Regardez les Allemands. Ils ont commencé une guerre en 1939 et ont perdu 25% de leur territoire. Vous n'entendez pas parler d'Allemands qui veulent récupérer leur territoire perdu à la Pologne. L'État d'Israël n'a pas été créé comme compensation pour la Shoah. Une autre idée reçue que beaucoup de gens ont, y compris les Israéliens d'ailleurs, c'est qu'Israël a été créé comme compensation pour la Shoah. L'idée que le monde a été tellement choqué par la Shoah qu'il a donné un pays aux Juifs est très naïve. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la politique mondiale. La création d'Israël, comme celle de beaucoup d'autres pays, est davantage liée aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Après chaque guerre mondiale, première, seconde et froide, un nouvel ordre mondial s'installe. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont vu le jour sur les territoires des empires français, britanniques et japonais qui s'étaient effondrés, la Jordanie, la Syrie, le Pakistan, l'Inde, la Corée du Sud et du Nord et Israël. Les Juifs et les Arabes ne vivaient pas ensemble, en paix dans les pays arabes. L'idée que les Juifs vivaient paisiblement dans les pays musulmans avant l'avènement du sionisme est fausse. Oui, il y a eu un âge d'or de coexistence pacifique, mais il a été de courte durée et il remonte à 800 ans. Dans tous les pays musulmans où les Juifs ont vécu, du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Iran à l'est, de la Syrie au nord jusqu'au Yémen au sud, les Juifs ont souffert de discrimination, de pogroms et de violences raciales avant l'avènement du sionisme. Après la création d'Israël, presque tous les Juifs qui vivaient dans les pays arabes, soit environ 800 000 personnes, ont dû fuir vers Israël. Le nom en dit long. Nous sommes appelés Juifs parce que nous venons de Judée, la région autour de Jérusalem. Simple, mais d'où vient le nom Palestine? Pour comprendre cela, il faut remonter 2 millénaires. Les Juifs vivaient en Israël sous domination romaine. En l'an 132, les Juifs se sont révoltés. Les Romains voulaient punir les Juifs, alors ils ont changé le nom de Judée en Palestine. Les Romains n'ont pas inventé ce nom. Le nom a été mentionné pour la première fois dans les écrits d'Hérodote, l'historien grec, pour décrire la terre des Philistins. Le nom s'est ensuite répandu des Romains à de nombreuses langues européennes, mais il n'a jamais été le nom d'un peuple, seulement celui d'une région. Ma grand-mère, qui est née en 1937 en Palestine mandataire, est en réalité plus palestinienne que la plupart des Palestiniens vivant aujourd'hui. Les vrais Palestiniens sont uniquement ces Juifs, chrétiens et musulmans qui sont nés en Palestine mandataire entre 1920 et 1948.
Maintenant, supposons que vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous croyez que les Palestiniens existaient dans le passé. Alors, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous le nom d'un dirigeant palestinien du 18e siècle, du 13e siècle, du 5e siècle. Mettez un lien vers une pièce de monnaie palestinienne ancienne ou un drapeau, mais vous n'avez pas besoin de remonter aussi loin. Même dans les années 30, lorsque les Arabes se sont révoltés contre les Britanniques, cela s'appelait la révolte arabe, pas la révolte palestinienne. Certains qui sont anti-Israël disent qu'Israël est un projet colonialiste. Non, c'est le contraire. Lorsque les Britanniques et les Français ont tracé des lignes sur des cartes à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont créé non seulement des frontières, mais aussi des nations, les Palestiniens et les Jordaniens. Vous pourriez dire que je m'attarde trop sur l'histoire. Quels sont les problèmes actuels? Ce qui m'amène au point suivant, les réfugiés palestiniens. Il y a beaucoup d'exagération autour du conflit arabo-israélien, mais il y a aussi un énorme mensonge et il concerne les réfugiés palestiniens. À la suite de la guerre de 1948, environ 700 000 Arabes ont dû quitter leur foyer. Beaucoup d'entre eux ont dû quitter leur foyer parce que les dirigeants arabes leur avaient dit de partir et qu'ils pourraient revenir après avoir tué tous les Juifs. Et oui, comme dans toutes les guerres, il y a eu certains actes d'évacuation. En même temps, comme je l'ai dit auparavant, environ 800 000 Juifs ont dû fuir les pays musulmans et commencer une nouvelle vie en Israël. Contrairement aux Arabes qui avaient déclenché une guerre contre les Juifs vivant dans les pays musulmans n'avaient jamais commis d'actes de violence contre les musulmans. Au XXe siècle, il y a eu des dizaines de millions de réfugiés. Après la Seconde Guerre mondiale, des populations entières ont migré. Voici 2 exemples. Plus de 10 millions d'Allemands ont dû quitter leur foyer dans ce qui était auparavant un territoire oriental de l'Allemagne. Lorsque l'Inde et le Pakistan ont été fondés, environ 15 millions de musulmans et d'hindous sont devenus des réfugiés. Sur quel sujet avez-vous le plus entendu parler récemment? Les 700 000 réfugiés palestiniens ou des millions de réfugiés allemands, pakistanais et hindous? Il y a un sujet dont on entend parler tout le temps, les réfugiés palestiniens. Et pourquoi cela? Cela nous amène au point suivant, 2 agences pour les réfugiés. Voici un fait que la plupart des gens ne connaissent pas. L'Organisation des Nations Unies a 2 agences pour les réfugiés. Une pour tous les réfugiés du monde et une autre, l'UNRWA, uniquement pour les réfugiés palestiniens. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est vrai, cherchez UNRWA sur Google. Une agence pour plus de 200 millions de réfugiés depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui et une autre uniquement pour les 700 000 réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens bénéficient également d'une définition différente du mot réfugié. Il y a un réfugié ordinaire et un réfugié palestinien. Les réfugiés palestiniens conservent le statut de réfugiés et le transmettent à leurs enfants et petits-enfants. Ainsi, à chaque génération, il y a en réalité de plus en plus de réfugiés palestiniens. Vous comprenez, l'Organisation des Nations Unies, au lieu d'aider les véritables personnes dans le besoin, paie pour les petits-enfants des réfugiés palestiniens de 1948. Les réfugiés palestiniens tiennent également à l'idée de ce qu'ils appellent le droit au retour. Cette idée est aussi folle que si, je ne sais pas, 30 à 40 millions d'Allemands voulaient retourner dans la maison de leurs grands-parents dans ce qui est aujourd'hui la Pologne. Imaginez simplement ce qui se passerait si les 200 millions de réfugiés de 48, 47, 49 voulaient retourner dans ce qui était la maison de leurs grands-parents. Ce serait le chaos total, la liberté de se plaindre. Encore une autre raison pour laquelle on entend autant parler des Palestiniens, c'est qu'ils jouissent de la liberté de se plaindre. Disons que vous regardez la télévision et que vous voyez un Arabe de Naplouse se plaindre des Israéliens et vous vous dites « les Israéliens sont vraiment méchants ». Maintenant, réfléchissons un instant à ce que vous venez de voir. Un journaliste pouvait librement se rendre en Cisjordanie où il pouvait interviewer qui il voulait. La personne interviewée n'a pas le visage flouté et vous voyez son nom à l'écran. Maintenant, quand avez-vous vu pour la dernière fois un Syrien à Damas ou un Iranien à Téhéran se plaindre de leur gouvernement?
La liberté de se plaindre du gouvernement est un luxe que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. J'espère qu'un jour viendra où tous les peuples du monde pourront se plaindre de leur gouvernement. C'est très important. Mais d'ici là, il est important de se rappeler ce grand paradoxe. Vous ne voyez pas et n'entendez pas ceux qui souffrent vraiment, car ce sont eux qu'on réduit au silence et vous ne pouvez pas entendre leur voix. Les Palestiniens souffrent-ils vraiment autant? Regardons les faits. En 1967, en Cisjordanie, leur espérance de vie était de 48 ans. Aujourd'hui, elle est de 75 ans, plus élevée que dans tous les pays arabes entourant Israël. En 1967, il n'y avait aucune université en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y a 11 universités et 13 collèges. En 1967, seules 4 localités arabes avaient l'eau courante. Aujourd'hui, il y en a plus de 640. À Amman, capitale de la Jordanie, l'eau courante n'est disponible qu'un jour par semaine. Les Palestiniens reçoivent plus d'aide des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union européenne et des pays arabes que n'importe quel autre groupe, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde sait que les États-Unis soutiennent Israël. Personne ne sait que les Palestiniens reçoivent plus d'argent par habitant que n'importe quel autre groupe dans l'histoire du monde. Mais qu'en est-il des meurtres de Palestiniens par l'armée israélienne? Examinons les statistiques sur le nombre de décès. Si un arbre tombait dans une forêt et qu'un millier de caméras le filmaient, est-ce qu'un millier d'arbres seraient tombés? Apparemment, oui. Des sondages menés dans des pays européens montrent que la plupart des Européens considèrent Israël comme la plus grande menace pour la paix mondiale. Israël, une petite démocratie au Moyen-Orient. Et je ne leur en veux pas d'ailleurs, c'est ce que les médias leur servent depuis des années. Voyons maintenant les chiffres. Alors, vous êtes-vous déjà demandé combien de Palestiniens sont morts de 1948 jusqu'à aujourd'hui? C'est environ 20 000. C'est un. Et j'ajouterais que la plupart d'entre eux étaient des terroristes. Voyons maintenant qui tue vraiment les musulmans au Moyen-Orient. En Syrie, au cours des 10 dernières années, environ un demi-million de personnes sont mortes. Au Liban, environ 130 000 morts à cause de la guerre civile qui a duré des années 70 aux années 90. En Jordanie, le roi a tué environ 15 000 Palestiniens en une seule année, entre 70 et 71. Environ 150 000 personnes sont mortes dans une guerre entre le Yémen et l'Égypte et environ 1,5 million sont mortes dans une guerre entre l'Irak et l'Iran. La liste se poursuit indéfiniment. Maintenant, vérifiez combien d'articles et de publications ont été publiés contre Israël dans des journaux comme le Guardian britannique ou dans des universités comme Berkeley et combien de publications concernaient les véritables atrocités que les musulmans commettent les uns contre les autres dans la région. Israël est le plus petit problème que les musulmans ont au Moyen-Orient. Dommage que la plupart des musulmans et des organisations de défense des droits de l'homme ne soient pas assez honnêtes pour admettre ce simple fait évident. Revenons à l'essentiel, je suis juste un guide touristique israélien avec un master en histoire d'Israël. Je ne suis pas le premier et je ne serai certainement pas le dernier à parler de ce sujet, même s'il est parfois bon de revenir à l'essentiel pour voir ce que chaque camp dit de lui-même. Dans la déclaration d'indépendance d'Israël, il est dit « Nous tendons la main à tous les États voisins et à leurs peuples dans une offre de paix ». Dans la charte du Hamas, il est écrit « Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse ». Je trouve cela intéressant. Ils ne disent pas qu'ils veulent un État palestinien. Ils disent qu'ils veulent détruire Israël. Et ce n'est pas seulement le Hamas d'ailleurs. Lorsque l'Organisation de libération de la Palestine parle de libérer la Palestine, il parle de Haïfa et Jaffa. L'idée qu'il y aura un jour un État palestinien démocratique est un vœu pieux occidental. Il n'y a aucun pays arabe avec les droits de l'homme, la démocratie et toutes les valeurs qui nous sont importantes. Ils veulent détruire Israël, je les crois, et vous devriez en faire autant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez pourquoi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut